دكتور تنزلي كشي كومبليت. نايمين نايمين نايمين. كشي كومبليت. ايوه Donc tout d'abord, je tiens à remercier tout le staff pédagogique et administratif qui a tenu à organiser ce premier colloque international à l'Université de Bukhara. Nos remerciements les plus profonds et les plus sincères pour leur dévouement. Je sais que c'est une tâche très difficile, mais ils ont quand même parvenu à sortir quelque chose. Donc, je passe directement à la communication. La qualité de vie chez une personne cérébralisée, normalement, nous allons la présenter avec Madame Dubouche, docteur Dubouche, mais elle est tenue par notre engagement, donc je vais présenter cette communication. En guise d'introduction, je tiens à la qualité de vie et l'accompagnement des personnes présentant des lésions des lésions cérébrales ont fait l'objet de nombreux débats à cause des altérations que peuvent affecter plusieurs domaines de la vie quotidienne, notamment l'autonomie, la mémoire, la communication, etc., sur le plan social et même professionnel. La localisation et l'étendue de la lésion sont des indices représentatifs de la sévérité de l'handicap et des limitations souvent qualifiées d'handicap invisible. Les personnes qui en sont atteintes souffrent dans le silence et leur qualité de vie se trouve également impactée par l'apparition de troubles cognitifs et handicap physique. Sans négliger la dimension psychologique. La qualité de vie est un concept en constante évolution en fonction du développement technologique et sociétal offrant une vision sensible sur la dimension multifactorielle des troubles de la résistance des différentes pathologies du système nerveux interférant avec la qualité de vie des patients. La conception actuelle de la qualité de vie implique l'accès à la technologie sous toutes ses formes afin de faciliter plusieurs tâches aux personnes cérébralisées et limiter l'intervention constante d'un aidant externe, et cela pourrait améliorer le quotidien de ces dernières et favoriser la récurrence sociale et par conséquent l'amélioration du volet psychologique. Donc, passons directement aux objectifs de notre communication. Donc, la communication a pour objectif de mettre l'accent sur les différentes pathologies neurologiques affectant la qualité de vie des patients, l'apport de la technologie dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes cérébralisées, ainsi que le rôle de l'orthophonie dans l'amélioration de la qualité de vie et la santé mentale chez ces personnes cérébralisées à travers un cas clinique. Donc, c'est mon propre cas clinique, c'est mon patient, que je vais présenter ultérieurement. Des définitions, je ne sais pas si je vais définir, passe les définitions. Oui. J'ai un cas, mais je tiens au moins à présenter quelques pathologies, c'est important. Pas toutes, mais des pathologies. Responsables de lésions cérébrales. Quelques pathologies, elles ne sont pas exhaustives, mais à titre d'exemple. D'accord. On commence par la première. Sinon, je vais laisser juste comme ça. On a oui. On peut retrouver plusieurs pathologies qui peuvent causer des lésions cérébrales, parmi le traumatisme crânien, les accidents vasculaires cérébraux, ischémiques ou hémorragiques, ou ALT, ou soit arachnoïdien, peu importe. Les aphasies, qui sont responsables en premier lieu des conséquences des accidents vasculaires cérébraux. On a aussi des tumeurs cérébrales qui peuvent comprimer les aires du langage, empêchant la production du langage. On a aussi la sclérose en plaques ou la CEP, qui est une maladie neurologique, inflammatoire et auto-immune et progressive qui touche les tranches d'âge entre 20 ans et 40 ans. On a aussi la maladie d'Alzheimer qui est la première cause de démence à l'échelle internationale, ainsi que on a d'autres pathologies et syndromes qu'on ne peut pas citer tous, mais on passe directement à l'apport de la technologie dans l'amélioration de la qualité de vie qui est le cœur de notre recherche. L'utilisation de logiciels et de programmes d'évaluation et de prise en charge. Donc j'explique, on a des applications mobiles nécessaires dans la rééducation et l'évaluation du langage, qu'il soit oral ou écrit, ou la communication verbale et non verbale aussi. Axé sur, on a aussi des facilités aux exercices de remédiation cognitive, comme je l'ai déjà cité, mémoire, attention, langage, etc.
On a le TRAT, à titre d'exemple, là, je m'excuse, il y a un petit chevauchement dans les informations mécaniques. Le TRAT qui est un logiciel de traitement des paramètres de la voix, la hauteur, l'intensité et le timbre. Phonétique acoustique. Exactement, tous les timbres, toutes les caractéristiques, les qualités de la voix. Oui. Hauteur, intensité, d'accord. On a aussi le Happy Neuron Pro qui est vraiment, c'est une version typiquement orthophonique qui sont des exercices personnalisables selon le patient et selon le besoin du patient, selon les difficultés et selon aussi, quand on travaille aussi en tant qu'orthophoniste, on travaille spécialement sur ce qu'on appelle les capacités résiduelles du patient, c'est-à-dire les restes terrestres du patient. C'est-à-dire qu'à partir de ces restes, on peut régénérer, on peut retrouver un langage intact ou même s'approcher de l'état. D'accord. On a aussi le cognifique. Personnellement, je l'ai utilisé en master et je l'utilise souvent. Le cognifique, c'est une grande plateforme où on peut retrouver une multitude d'exercices et de programmes adaptés à chaque type de cognitif, tous les troubles cognitifs, qu'ils soient pour les enfants, les adultes et les adolescents, et même pour les personnes âgées. Personnellement, je l'utilise beaucoup pour les personnes âgées. Ou même, c'est un programme qui pourrait se faire en interaction, c'est-à-dire en ligne. On peut l'exercer avec notre patient à distance. À travers les réseaux sociaux. Oui, sur Internet, Facebook, Messenger, comme vous voulez. D'accord. On a aussi le REACOM qui est généralement utilisé dans la remédiation cognitive dans toutes les pathologies. Et je cite à titre d'exemple la schizophrénie, la réadaptation, la remédiation cognitive et les schizophrènes après l'apport du médecin et la prise de médicaments à dose fiable. C'est-à-dire on ne commence pas l'utilisation du logiciel avant la prise du médicament à une dose fiable. C'est-à-dire les symptômes vont réduire d'abord. Exactement. Afin de permettre le transfert dans la vie quotidienne. Si on ne fait pas le transfert, on ne parvient pas à accéder au transfert, donc c'est comme si nous n'avons rien fait. On a aussi des agendas électroniques idéaux pour les personnes souffrant de troubles de mémoire, en l'occurrence les personnes en stade 1, 2 et 3 d'Alzheimer, afin de ralentir le vieillissement qui est inévitable. Ça viendra parce que une fois diagnostiqué, on est Alzheimer, il n'y a pas de retour en arrière, mais seulement ça fait partie d'une certaine hygiène de vie, les agendas, les courses, les factures, c'est-à-dire on va permettre aux patients de mener une vie subnormale ou proche de la normale, le temps que les autres stades vont venir sans aucun doute. Donc, on a aussi du bracelet électronique, chose sur laquelle je travaille actuellement dans le côté théorique. Avec mon fils qui est ingénieur, on essaye de faire quelque chose ici en Algérie, adapté, comme l'a cité le monsieur, même ce GPS et tout. J'essaye de le faire, Inch'Allah, je vais parvenir à le faire pour les enfants autistes et pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, afin de les localiser en cas de perte. Le soutien social et psychologique, qui est une chose primordiale et cruciale dans la prise en charge des personnes cérébralisées, à cause du volet psychologique tellement affecté et atterré chez eux, c'est-à-dire une personne qui était jusque-là autonome va se retrouver sur le fauteuil roulant, habité, avec des couches, n'aimerait pas à se nourrir, à se lever, à communiquer. Donc le volet psychologique là, il est vraiment important et il est fortement impacté. Donc ça, je dis, oui, le rôle, là, je vais passer directement dans le rôle de l'orthophoniste. Je vais citer juste un cas clinique, c'est mon cas, c'est mon patient. J'ai essayé de résumer la prise en charge parce que c'est impossible de citer toute la prise en charge, mais à titre d'exemple, mon patient est un jeune adolescent âgé de 17 ans, scolarisé en première année secondaire, joueur dans un grand club de football connu, issu d'une famille aisée, d'un père commerçant et d'une maman femme foyer, et les cadet de sa fratrie. Il a été victime d'un accident domestique, chute des escaliers, qui lui a causé un grave traumatisme crânien, fracture de la boîte crânienne et une atteinte du noyau gris central entraînant une tétraplégie. Une tétraplégie, ça veut dire la paralysie de 3 membres, soit 2 membres supérieurs et un membre inférieur, soit le contraire, les 2 inférieurs et un membre supérieur. D'accord. Ainsi qu'une PA ou une paralysie faciale importante.
Sur le plan politique et linguistique, l'installation d'une académie de Boka et d'une désastre étaient les conséquences majeures de cet accident. La qualité de vie et le bien-être de mon patient se trouvaient alors significativement affectés, d'où un isolement social persistant, ce qui a généré un état dépressif suivi, et là d'ailleurs un suivi psychologique. Donc j'ai été en contact direct avec sa psychologue, c'est elle d'ailleurs qui m'a contacté en premier avant ses parents. Suite à des problèmes de communication, il a sollicité lui-même, qui a sollicité ses parents à l'intervention d'une ou d'un orthophoniste afin de l'aider à rétablir la communication. Après avoir reçu la plainte des parents, j'ai entamé les évaluations à travers un entretien avec les parents, la consultation de son dossier médical et les recommandations de son neurologue de l'importance d'une prise en charge orthophonique. Les séances étaient intensives, mais les séances, sachant que c'est des séances à domicile, c'est-à-dire c'est moi qui me déplaçais chez ce patient parce que c'est un patient qui était alité. À raison de 3 séances d'1 heure par semaine, d'autres séances à distance, exercices pratiques, langage spontané, interview, jeux de mémoire, dénomination, musicothérapie. C'est un garçon qui adorait la musique. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais il tenait à témoigner. Et j'avais des vidéos d'avant-après, mais on n'a pas de temps, Inch'Allah, dans notre occasion, avec enregistrement, afin de permettre une auto-évaluation et de constater l'amélioration. C'est-à-dire, je fais des enregistrements pendant les séances, c'est-à-dire avant, après, pendant, c'est-à-dire l'amélioration se fait graduellement jusqu'à la récupération parfaitement de sa voix antérieure. Avant, j'ai enregistré sa voix et la maman m'a donné des enregistrements avant l'accident, c'est-à-dire j'ai essayé de travailler pour récupérer au maximum sa voix antérieure. Et on a réussi. C'est bien. Langage spontané, c'est bon. Des enregistrements, c'est bon. Après une période de réadaptation physique, il a été bien sûr tétraplégique, donc paralysé, et faisait en parallèle des séances de rééducation physique, kinésithérapie, etc. Et suivi orthophonique, le patient a retrouvé le sourire et a commencé à recevoir ses amis chez lui, chose qui était impossible avant. Il a refusé ses amis, malgré qu'il était un footballeur, il se déplaçait partout, même à l'étranger, il avait plein d'amis, mais il refuse à chaque fois de recevoir ses amis parce qu'il ne voulait pas que ses amis le voient dans l'état qu'il était. Il était footballeur sportif, il était alité, il était sous couche, il était plein de blessures, il ne parlait pas, il avait une paralysie qui a défiguré son visage. Donc tout ça, ça l'a impacté sur le plan psychologique. Donc les parents étaient d'une grande aide, satisfaction, spécialement le jour où la maman a entendu sa voix depuis la cuisine, chose qui était impossible auparavant parce qu'il avait une dysarthrie associée à une insomnie, sa voix était inaudible. À force de travailler, on a récupéré sa voix. Et le premier jour, il a appelé sa maman, elle était dans sa chambre avec moi, il a appelé sa maman à la cuisine, elle a entendu sa voix, elle était aux anges. Notez bien, une intervention ciblée et l'utilisation des technologies pourrait accélérer le processus de récupération, ainsi améliorer la qualité du vie du patient et de son entourage, chose qui est très importante de l'entourage ici. Là, c'est un exemple d'un programme informatisé à distance. C'est la communication alternative qu'on peut utiliser avec les aphasiques, avec plein de trucs de la communication. Les perspectives et les recommandations que j'ai essayé d'organiser avec soin. L'importance de la communication dans l'amélioration de la qualité de vie chez les personnes cérébralisées, communication alternative, l'utilisation d'ateliers selon sévérité des troubles, des préférences antérieures du patient, atelier collectif par psychologue et orthophoniste, chose que je fais avec une collègue sur Alger, si vous connaissez Sarah Galli. Oui. On organise des ateliers avec les personnes atteintes de Parkinson, Alzheimer, des ateliers de cuisine, des ateliers de permettre à chaque patient de se retrouver dans la thérapie, la cuisine, selon les préférences du patient, antérieures du patient. D'accord? Ici, encourager les jeunes chercheurs dans la création de logiciels et de programmes de prise en charge accessibles au grand public visant à optimiser la communication et les troubles cognitifs et par conséquent l'amélioration de la qualité de vie. Quand je parle de programmes de chercheurs algériens locaux, je parle du côté du volet culturel et du volet linguistique adapté à la société plurilingue algérienne. Création de centres de jour au profit des personnes cérébralisées permettant aux aidants de prendre le temps pour eux, chose très importante, sortir, prendre des rendez-vous, faire des courses, faire du sport,
et des centres permanents dans la situation socio-économique est fragile. Le point très important, c'est la création de centres. Personnellement, le 12 avril, j'ai été invitée par l'association Médecins des malades d'Alzheimer, de Parkinson à Alger, à Blida, pour la journée mondiale de Parkinson, le 12 avril. C'était une journée de formation destinée aux médecins, mais j'ai eu le privilège d'être invitée parmi les médecins, juste d'insister pour les personnes qui ont des malades de Parkinson, que la stimulation cérébrale profonde est disponible, actuellement en Algérie, parce qu'autrefois on la faisait que en Turquie, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, mais elle est disponible au niveau de l'hôpital de France Fanon à Blida, appliquée et pratiquée par le professeur Tliba et le professeur Benjdoub, sont des grands neurologues, neurochirurgiens. Oui, bien sûr. Oui, parce que voilà, l'intégration de psychologues et d'orthophonistes dans ces centres afin de soulager la souffrance physique. D'ailleurs, c'est un volet non négligeable. Proposer des formations adaptées aux aidants, les personnes qui s'occupent des personnes cérébralisées. Encourager les patients à bénéficier de nouvelles techniques de prise en charge afin de leur permettre d'améliorer leur quotidien, comme la BBS que j'ai expliqué maintenant, pour traiter les troubles neurologiques graves. Encourager la collaboration pluridisciplinaire dans la conception des protocoles d'évaluation et de prise en charge psychologique. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour présenter quelques... non, pas, juste pour présenter, parce que j'ai pris le PRAT et les anti-en mais il y a quelques logiciels. Voilà ce que vous reste, madame, voilà. Oui, on a le Happy Neuro, on a le cognitif, c'est bon. My Cognition, juste pour les orthophonistes qui sont présents là, les masters, les dentistes. My Cognition, Globo, c'est pour les aphasiques. On a le My Cognition, c'est l'hygiène de la vie quotidienne. On a le Toby, Dynavox, ce qu'on appelle le TD-Snap. Allez chercher sur des TD-Snap, vous allez trouver de multiples tableaux de communication, des tableaux dynamiques, on a des tableaux de communication alternative et beaucoup d'autres choses. Donc, je vous remercie de votre attention et je m'excuse si j'ai dépassé un peu. Merci. Bravo.